plaisir de conclure ce colloque. Je vais d'abord, bien sûr, remercier beaucoup tous les organisateurs, les participants. Je crois que c'était très sympathique pour beaucoup d'entre nous de se retrouver après 2 ans de privation, même 4 ans si j'ai bien noté. Le dernier colloque du Conseil scientifique, c'était 2018. On se revoit et je vous revois tous avec beaucoup de plaisir. Des remerciements particuliers peut-être aux 2 directions, la DESR avec Kéra Benani et la DIRCOM qui ont organisé ce colloque. Merci aussi beaucoup aux membres du Conseil scientifique eux-mêmes, sous l'égide de Delphine Lautier, qui ont organisé ce colloque. Vous avez vu avec Thierry Roncalli, je crois, un bel extrait d'un travail de très grande qualité qui avait été présenté dans ce Conseil scientifique il y a quelques semaines. Et enfin, merci aux 2 membres du Collège de l'AMF qui viennent d'animer cette table ronde. Je cite bien sûr Thierry Philippona, qui en plus de son statut de membre du Collège est président de la CCFD, la Commission Climat et Finances Durables de l'AMF, qui travaille énormément et dont d'ailleurs 2 membres ont planché devant vous ce matin, Fabienne Graal et Alexandre Rombaud. Et enfin, merci au grand prêtre Patrick de Cambourg. Je t'appellerai comme ça dorénavant Patrick. Tout le monde sait que c'est la cheville ouvrière des travaux de l'EFRAC qu'il vous a présenté à l'instant. Dans les messages clés que j'ai retenus ce matin, je vais d'abord très rapidement, c'est une sélection personnelle, quelques idées que j'ai retenues des différentes interventions. Je commence par le président de l'AMF, Robert Ophel, bien sûr, qui a insisté sur le rôle croissant et majeur des data, des données dans tous les travaux des régulateurs. Je note aussi l'appel de Robert aux instances européennes qui se mettent en avant la lutte contre le greenwashing le matin et l'après-midi avec SFDR nous propose des textes, notamment à son fameux article 8 qui est vraiment une vraie passoire et qui contribue aujourd'hui à la confusion sur le marché et quelque part à une forme de greenwashing. Je crois que c'est un appel que je souhaitais fortement relayer. Je remercie Franck Lecoq du GIEC qui nous a, je crois, beaucoup intéressés en introduction aussi ce matin en remettant les grands cadrages sur ce que le GIEC a régulièrement nous rappelle. Il nous a aussi invités à lire, il nous a dit que c'était facile, les 3000 pages du GIEC, du dernier rapport du GIEC, ou pour les moins ambitieux dont je fais partie, simplement le chapitre 15 sur la finance. Merci à Franck Lecoq, en tout cas, pour son rappel sur les enjeux sociétaux, politiques, économiques, et sur un discours alarmiste, mais pas catastrophique. Merci ensuite à Philippe Kruger pour un message universitaire intéressant et plutôt optimiste à partir de l'exemple anglais qui a mis en 2013 en place un standard extra-financier obligatoire et précis sur les scopes 1 et 2 et qui, dans son étude, montre comment ce type de standard a permis de contribuer à une décarbonation à hauteur du scope 1 et 2 et à une meilleure valorisation boursière de ces entreprises. Merci à Thierry Roncalli, qui ensuite est intervenu en nous rappelant, et je crois que c'est très nécessaire, les limites des données, les limites des approches réduites au scope 1 et 2 uniquement. Il nous a invités aussi à soulever le capot, parce que quand on parle du scope 3, aujourd'hui, c'est pas normé et on voit de tout. C'était très intéressant, et je vous rappelle à cet égard qu'il y a une consultation en cours qui vient de finir sur les données extra-financières, sur les acteurs, les intermédiaires qui produisent ces données, avec une régulation en projet que l'AMF soutient particulièrement. Merci aussi à Thierry Roncalli donc, pour nous montrer les pièges de la décarbonation des portefeuilles, comment on peut, en décarbonant un portefeuille avec un portefeuille assez type qui nous a présenté, ne pas du tout contribuer à la transition climatique avec sa conclusion assez décapante. Décarboner la finance et décarboner l'économie, ce sont 2 choses différentes aujourd'hui. Merci à Alexandre Rambaud pour son rappel sur les fondamentaux de la double matérialité, pour les limites bien sûr de la simple matérialité ou de la matérialité dite financière, mais aussi pour son approche intéressante de cette 2e dimension de la matérialité dite à impact, avec les limites de certains concepts qui ne sont pas ou mal utilisés aujourd'hui, comme celui du bon état écologique qui demande à être travaillé.
J'en viens à la table ronde qui vient de se conclure. Merci à Thierry Philippona qui l'a animé avec son allant habituel et en relayant les questions de Thierry Roncalli de la table ronde précédente. Merci à Patrick de Cambourg qui nous a bien sûr rappelé qu'on était en train de construire une deuxième jambe, un deuxième pilier après les décennies de réglementation comptable vers ces réglementations extra-financières. Il nous a rappelé qu'avec des disclosures, des documentations extra-financières, on doit rentrer dans un processus où on gère mieux. Il nous a rappelé aussi que le travail de l'EFRA est fait sous une ombrelle politique, c'est important. Les grandes lignes politiques ne sont pas faites par l'EFRAD, elles ont été faites par le travail de la Commission et elles sont en train d'être finalisées avec le travail dit, le texte dit CSRD. Je crois que Patrick aussi nous a très utilement rappelé tout le processus de fabrication communautaire de ces normes. Merci à Naïm Abou Jaoudé pour son discours plutôt optimiste par rapport aux entreprises, en montrant que ça avance, que les sujets de résolution en AG, que les sujets de gouvernance sont progressivement davantage pris en compte. Il a insisté également sur la nécessité d'orienter les flux financiers aussi avec des politiques publiques. Je pense à la taxe carbone, je pense à l'arrêt des subventions pour l'énergie fossile. Et enfin, il y a eu de sa part un plaidoyer pour la cohérence des standards internationaux de reporting extra-financier. Merci enfin à Fabienne Graal avec son point de vue des entreprises, qui plaide aussi pour une convergence avec toutes les parties prenantes intéressées par ces standards extra-financiers, qui a plaidé pour une certaine standardisation, pour une qualité des données, mais qui a en même temps insisté sur le fait que ces données, c'est un travail complexe, long, qui prend du temps et qui est compliqué à gérer, en même temps que cette urgence écologique qu'il faut assurer. Pour finir, je ne serai pas trop long, rassurez-vous, ces reportings extra-financiers, on est vraiment aujourd'hui à un moment clé, un moment historique, rare, où on a 3 grands régulateurs internationaux qui mettent sur la table des 3 grands projets. C'est un moment unique, bien sûr tout le monde, et l'AMF va le faire, est invité à y contribuer dans la consultation en cours. Je ne vais pas, avec les équipes de l'AMF qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là, il y a de plus en plus de compétences au sein de l'AMF sur ces sujets. On anticipe aussi dans les années qui viennent être mis à contribution après en tant que régulateur pour voir si ces standards, quand ils rentreront en vigueur, sauront contribuer à ce qu'ils soient bien implantés au sein des entreprises françaises. Je ne vais pas revenir sur les grands débats qui ont été bien présentés par la table ronde à l'instant, notamment sur la double matérialité, la convergence ou non entre ces 3 standards, non plus sur celui relatif à la cible en matière est-ce que c'est les sociétés cotées ou non cotées. L'AMF est très résolument en faveur de standards qui s'appliquent indifféremment à des sociétés cotées ou non cotées. On peut discriminer en fonction de la taille, du secteur d'activité, mais pas de la cotation ou de la non-cotation. C'est vraiment pousse au crime et ça pousse les entreprises à se délister, comme on en voit beaucoup, pour être à l'abri de certains reportings. Au-delà de ça, il me semble, et je vais aller très vite, sur les débats de place auxquels j'assiste, et avec mes collègues des équipes de l'AMF, je vois 8 questions qui se posent aujourd'hui dans les réponses. Je donne les questions, rassurez-vous, je ne donnerai pas les réponses. La première, c'est quel champ ? Est-ce qu'on se contente, comme les Américains, de l'empreinte carbone, des gaz à effet de serre, du scope 1 et 2 et, dans une certaine mesure, du scope 3 ? Ou est-ce qu'on va, comme l'Europe, vers des standards extra-financiers qui sont plus ambitieux en matière environnementale, y compris, par exemple, la biodiversité, ou qui incluent également le S, le social, et le G, la gouvernance ? Deuxième question fondamentale, c'est la granularité de ces standards. Jusqu'où on va dans les disclosure requirements de l'EFRAG, jusqu'où on va en matière de data points qui sont requis, quel niveau de granularité il faut prendre en compte. On a également, et c'est une question un petit peu différente, c'est la précision. Une fois qu'on a dit qu'on avait des disclosure requirements, est-ce que les standards donnent le mode de fabrication pour les établir ? Attention, là aussi, certains disent, si vous n'avez pas un mode de fabrication très pointu, vous risquez d'avoir des comparaisons erronées à partir de données qui seront calculées différemment. C'est un grand enjeu de ces standards, c'est vraiment de promouvoir la comparabilité. Quatrième dimension et débat auquel j'assiste, c'est ceux relatifs aux critères dits de matérialité ou de significativité.
Quand vous construisez des standards, les comptables ont l'habitude, il y a des critères de significativité. Là, on est en train de les construire. Les Américains, par exemple, ont mis un critère 1%. C'est significatif au-dessus. Les deux autres sont au niveau de principe. Mais vous voyez bien que derrière cette définition de la matérialité, on peut être plus ou moins précis et dans la manière dont les standards, les reportings extra-financiers seront présentés. Cinquième point et cinquième débat, c'est l'exception de confidentialité pour le secret des affaires. Vous avez, et je le comprends, un certain nombre de gens qui disent « Attention, ça va donner trop de choses à mes concurrents, je ne veux pas le faire. » Mais jusqu'où on va? Parce que si on accepte trop facilement là-dessus, il n'y a plus de plan de transition qui va être présenté. Et donc c'est aussi une question souvent délicate. Sixième point, la compensation carbone. Est-ce qu'on la prend à bord? Est-ce qu'on accepte un netting? Ou est-ce qu'on est plutôt ce qui est mon cas, anti-netting? Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on accepte comme présentation de la compensation carbone? Secteur sur lequel on a un peu trop tendance, je dis, à voir des choses hétérogènes aujourd'hui, donc pas forcément très fiables. Septième question, c'est l'audit ou l'auditabilité. Est-ce qu'on va vers rien du tout? Est-ce qu'on va vers une assurance d'abord limitée puis raisonnable? C'est le projet européen. Et autre question, qui audite? Est-ce que c'est l'auditeur, le CAC, ou est-ce qu'il est interdit de le faire, ou est-ce qu'il est obligé de le faire? Toutes les thèses existent. L'AMF est plutôt en faveur d'une liberté, mais sachez que c'est un point qui est très discuté en ce moment au niveau des débats européens dans le cadre des derniers arbitrages politiques autour de CSDR. Enfin, dernière question que je vois, c'est celle du sectoriel et du phasing de ces nouveaux standards. Vous avez la position de l'ISSB qui relaie les standards sectoriels du SASB. Vous avez l'EFRAG aussi, comme vient de le dire Patrick de Cambourg, qui a choisi de faire les approches sectorielles dans un deuxième temps en 2023. Là aussi, ce sont des grandes questions qui sont ouvertes. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais résumer rapidement devant une audience que j'ai trouvée très studieuse et très attentive tous les grands débats auxquels j'assiste et nous participons aujourd'hui. Encore merci à tous les organisateurs et participants des tables rondes et merci à vous tous pour votre attention. Très bonne journée à tous.